Eh bien, nous sommes sur le plateau d'Informatic News au Palais des Congrès pour la conférence Point Next on Paris de Nutanix, et je suis en compagnie de Rajiv Ramaswamy, qui est CEO de Nutanix. Rajiv Ramaswamy, good afternoon, because this is afternoon. Thank you for accepting our invitation. In this keynote this morning, well, first of all, how do you feel being back in Paris? Because the last .next was 4 years ago. So how does it feel to be back in Paris at .next in Paris? Yeah. First of all, great to be on the show with you. It's fantastic to be back here, live, our first live event here in Paris in 4 years. And it's great to see the energy. It's just, the right time. COVID's done. The business is doing well. Hybrid multi-cloud is here. Our customers are doing great with us. So it's just absolutely the right time to be here. And it's great to see this audience of like 1,500 plus people here at the show. Well, because you remember last time we talked, you were in San Francisco. We were still in COVID time, so it feels good to be here. Absolutely. I remember doing that by Zoom, and look at this. We are here live, and it's wonderful. Okay. So this morning in the keynote, you mentioned two principle very strongly. The first one is run everywhere, and the other one is unified multi-cloud. Mm-hmm. Run everywhere, I mean, it reminds me something, remember in 1995 or maybe earlier with the Sun Microsystem talking about that. What's the difference now? Yeah, I think we're talking about applications and data. When companies are going digital, it's all about these apps and data. The key though is those apps and data run everywhere. And that's the run everywhere component of it, right? Because your apps are sitting in data centers, they're sitting in the public cloud, multiple public clouds. Some of them are running in edge and remote locations. And the same goes with the data. Data is being generated and consumed everywhere. And so that's what we really mean by run everywhere. You're going to be running your apps everywhere and managing your data across all of these different environments. But the thing is, you mentioned also a poll with a customer, and almost all of them, they move their infrastructure from one place to another one. Correct. But a lot of them said it's very complex and difficult and very expensive. So what do you do to help them? Yeah, and this is the advantage of having a single platform that's available everywhere. Because now when you move from one place to the other, let's say you move from your data center to the public cloud or from one public cloud to another, it's very easy. It's a simple move operation that can be done with one click versus something very complex where you have to go refactor your applications or work on the applications to make that move. So having a single platform that can be used anywhere simplifies this whole process of migrating infrastructure in a very dramatic way. So Nutanix started as a company launching the idea of HCI. That's right. Hyperconvergence. And then you moved to multi-cloud. Mm-hmm. Do you think the customer are not only ready for it, but they know that you are offering all this, and you're not what you were at the beginning of the company? Yes. Actually, to your point, most people know of Nutanix as a hyperconverged pioneer. We pioneered hyperconverged, and people know of us from that legacy and that history. It's a good history. Now, I think to your point, we are like shows like .next here really is all about building the awareness among our customers and partners that we are much more than HCI today. Today, we are truly a hybrid multi-cloud company that can help companies manage these applications across all of these different locations. And I'd agree with you that this is our time to build that awareness in our customer base, and that's why events like this help. And we're glad to be here to do that. So to your point, I think today Nutanix has got a much broader appeal as a strategic vendor and partner to many of our customers, because as they care about these applications, they care about going digital. It's much more than HCI. It's about their most strategic things. How are they going to modernize their applications? How are they going to go do AI, for example? How do they make best use of the public clouds? So today we can help them with all of these problems, much more so than being just an infrastructure provider for HCI. This morning also you mentioned two things. You mentioned application avalanche and data explosions. Yes. It doesn't look very nice. And it gives the idea of the infinite world.
but we are living in a finite world. And also you mentioned freedom of choice. And, on the other end, there is the idea of a lock-in. Most vendors are trying to do that either on a technical basis or a financial. How do you solve these two tension between these two things? By the way, our way of getting lock-in with customers is if customers love us and want to use us forever. That's how we would like customers to be locked in, not be forced to lock them in because of technical constraints or licensing constraints or any of that. Okay, so the whole point about Nutanix is, we obsess about our customers' success. And what customers want is simplicity. They want freedom from being locked in. At the same time, they want the flexibility to be able to run stuff wherever they like to run it. And so we provide them that capability by giving them choices at every layer in the stack so that they can mix and match, they can pick their partners of choice and work together to build something that works for them as opposed to something that we dictate. In the journey to the multi-cloud, it's obvious that you have to deal with these all vendors, the public cloud vendors. And they are huge companies. I mean, AWS, Google, and Microsoft. And you're, pretty big company, but not as big. How do you think you're going to manage to deal with them in the long term? Yeah, so we play in a land of giants, as we like to say, but we bring unique value and perspective that adds to what every one of those big cloud companies do. I mean, you saw from here, for example, Microsoft is a partner of ours, and they were here. And why? Because they see the value of working together with a company like us, because we can help bring these enterprise workloads to the public cloud in an easy way. So together, we can achieve what the customer wants. The customer wants to have an easy way to operate across multiple clouds. And it is in Microsoft's best interest, for example, to be partnering with us to enable customers to do what they want. The other thing is customers are going hybrid, right? And public cloud vendors are now realizing that hybrid is real. Not everything is going to be in their own public cloud. There's going to be some in other clouds and some on-prem. And so by partnering with us, you get the best of both, right? We can enable this hybrid strategy to be realized for these customers and at the same time benefit the public cloud providers. So what we do, therefore, is to create value to our customers that makes it easy and makes sense for public cloud providers to work together with us. In fact, this whole Azure offering was a joint development between Microsoft and us. Nutanix is an American company. These big vendors, cloud vendors, are American company, and we're in Europe. We're talking more and more about the sovereign cloud. Yes. What are your plans to deal with that in the near future? So we recognize the importance of data sovereignty. Data needs to be protected, private, and not be sourced outside of country borders, I should say. And so to do that, I think the key thing here is that there are local managed service providers in each of these countries that we work with to ensure that they can create local cloud environments within countries that result in sovereignty. So for example, today we have a partnership with OVH here in France, and they're building a sovereign cloud, and they deliver cloud services using our software. So our approach fundamentally is partner with local managed service providers, get them to build cloud offerings with our software that can be used to build sovereign clouds. So it means that in each European countries, well, let's talk about UK, Germany, and France, and a few others, you're going to partnership with the local cloud vendors. That's your plan? Absolutely. So phase number one is, of course, local cloud vendors. Phase number two, some of the large public cloud providers are also talking about building their own sovereign clouds in region. And we will continue to partner. For example, Microsoft had talked about building sovereign clouds. And we already have an offering with Azure, and over time, perhaps it could be made available in a sovereign format. So both. Last question, and of course we have to talk about it. You announced not long ago GPT in a box, and we have to talk about AI. Of course. That's a must. Of course. Could you explain a little bit what's GPT in a box, and is this already available, or is this when it's going to be used by the customers? Yeah. First of all, GPT in a box is available here and now today. Okay. And what it is very simple. AI applications are going to be run
where the data resides. And we talked a lot about data sovereignty, for example. But not all data will be in the public cloud. There's a lot of talk about AI in the public cloud, of course. But data is going to be located in many places, and the most sensitive data is probably going to be located on premises. With GPT in a box, we can run these AI algorithms, large language models, where the data is located, which could be on-prem, which could be in the edge locations. And so it's a simple turnkey way for companies to build and run AI applications wherever the data resides. So that means that you're going to offering all these LLM solutions, different ones. Could you mention them? Or? So we provide the infrastructure on top of which customers can bring their own LLM models, whether it be proprietary models like OpenAI or whether it be open source models like Llama. They can bring their own LLM models, but we provide all the underlying infrastructure and machine learning toolkits that are needed to get these LLM models and the AI applications on top of them to be run in a very easy way. So this AI will be used mostly for application, or it could be used for infrastructure as well? Well, so people will use AI for different reasons. First, I think almost all applications over time are going to incorporate some form of AI or not. That's a bold long-term prediction. But so a lot of it is just creating new applications that can do things like automation, make things more efficient, for example, for companies. So that's one, right? But then companies like us also look at how can AI be used to make our products better. And so that's, again, more of an internal view on products, right? And how can we use that to do, for example, better service to our customers? So there's going to be a range of AI use cases. Some of them are going to be new application capabilities, and the others are going to be how to enhance capabilities that companies already have. So it's, as we can see, it's a very beginning of it, but can you mention some company who are doing the role beta tester in that with yeah, the we've got actually a few companies that have already adopted our GPT in a box. I can't give you the names yet, but the applications I can tell you fall into roughly these 4 categories. First is customer service. The second is document analysis, document search, document analysis, data extraction from documents. That's the second. The third is around fraud detection, whether it be financial services, whether it be retail, enhanced fraud detection. And the fourth is co-piloting. Co-piloting where the AI algorithms it becomes an assistive mechanism to help people. For example, you could be a software developer and it's helping you generate software that you can use, right, without you having to code it. You could be a tester and it's helping you generate test cases, for example. You could be a pharmaceutical researcher and it's helping you with that research. So co-piloting is another useful form. So these are the 4 that we see people using generative AI for. Well, so this is for today, but I'm sure tomorrow there will be a lot of them. Oh, I'm sure there's going to be more. Right? This is just what we see as a snapshot of today's use cases. Is it too early to talk about results, or can you mention some? Yeah, I think the key thing here is about making these AI algorithms work for your use cases with high accuracy, which is why you have to take these models that have been trained on generic data sets, but really focus on getting them to be fine-tuned with your own data so that you can get useful results. And so there's a lot of iterative training that's required and fine-tuning that's required to get good results before you can deploy everything in production. And I think a lot of companies today are experimenting with getting this right before they put stuff into production. Well, we can see it's a very beginning of that journey, a long journey, so I'm sure we will have the opportunity to talk about it. Absolutely, yes. Rajiv Ramaswamy, thank you very much. Thank you for having me. Thank you.
Alors nous sommes de retour sur le plateau d'Informatic News à Point Next on Paris, donc la conférence de Nutanix au Palais des Congrès à Paris. Et je suis en compagnie de Sami Zoglami qui est senior vice-président, donc responsable pour la zone IMEA. Et donc on sait que les Américains sont très forts en géographie, donc IMEA ça veut dire Europe, Middle East et Africa. Sami Zoglami, est-ce que vous pouvez expliquer déjà quels sont les pays qui sont impliqués dans cette zone qui est quand même assez grande? Alors, on a des équipes dans 31 pays de la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique. Et sans surprise, tous les grands pays et pays de moyenne taille retrouvent de l'expertise Nutanix et des employés Nutanix. Et pour certains pays, nous sommes couverts par des partenaires. Donc on a une couverture globale sur tous les pays de la zone, que ce soit avec des employés Nutanix ou avec des partenaires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les différences qui pourraient exister entre les différents pays? C'est-à-dire que Nutanix a une offre, je dirais, globale, standardisée. Mais est-ce que cette offre-là doit s'appliquer de manière standardisée, si je puis dire, dans les process, dans les méthodes, dans les différents pays, ou est-ce qu'il faut une adaptation particulière? Alors la technologie reste la même. La même, bien sûr. Mais on va dire que certains éléments de la technologie sont plus ou moins importants en fonction des pays. Des pays comme la France, comme l'Allemagne, sont très regardants par rapport aux capacités de la plateforme à fournir de la sécurité et à fournir également des environnements souverains, sécurisés, locaux chez les clients. Chez d'autres pays de la zone IMEA, on retrouve des problématiques de consommation énergétique qui sont beaucoup plus importantes qu'en France. En France, on a plutôt un coût de l'énergie qui est optimisé versus d'autres pays, la Grande-Bretagne par exemple, qui paye très très cher son électricité. Donc forcément, les coûts de l'informatique et de la consommation électrique sont importants en Grande-Bretagne. Dans certains pays, on a un problème d'accès à l'expertise, aux ressources, et pas suffisamment de talent par rapport aux demandes des projets informatiques. Donc le fait d'avoir une technologie plus simple, automatisée, qui gère énormément de choses avec un minimum de ressources, c'est également très important. Mais est-ce que vous avez cité donc la Grande-Bretagne qui fait très attention à sa dépense énergétique. Finalement, ça ne ferait pas de mal de mettre en œuvre ce que vous faites pour la Grande-Bretagne à la fois en Allemagne et en France, parce que même si notre coût d'énergie est moindre, finalement ce ne serait pas inutile de pouvoir réduire la facture énergétique. Absolument, et l'argument reste valable en France également. Maintenant, dans l'échelle des choses qui sont importantes pour nos clients, c'est un élément important, notamment d'un point de vue sustainability. Le fait de pouvoir démontrer une empreinte carbone qui se réduit, qui est contrôlée, je pense que c'est ce qui incite les clients à s'intéresser à la consommation énergétique beaucoup plus. C'est un argument de l'architecture hyper convergée depuis des années, donc c'est pas nouveau. Mais la problématique qu'ont nos clients est clairement nouvelle. Là où précédemment les budgets de consommation électrique étaient un sujet de l'équipe Facilities, aujourd'hui ça devient un sujet pour le CIO, pour le CFO chez nos clients. Puisque on a bien compris, vous êtes parti de l'hyperconvergence, vous étiez le pionnier de l'hyperconvergence et donc maintenant vous êtes en route vers le multi-cloud, le simplifié et unifié. Est-ce que par rapport à cette échéance à venir, enfin pas à venir, qui existe déjà du cloud, comment vous voyez les différents pays et l'état d'avancement, si je puis dire, dans cette évolution? Donc, historiquement, l'adoption du cloud a toujours été plus importante en Grande-Bretagne. C'est le pays qui, dans ma zone, est le plus avancé. J'aurais tendance à dire que la maturité générale sur les conséquences positives et négatives du move to cloud sont plus claires en Grande-Bretagne. Ce qui fait qu'on retrouve des clients qui sont déjà quasiment complètement dans le cloud public ou pour certains qui commencent à rapatrier certains workloads on-prem et qui commencent à stabiliser leur architecture de manière réellement hybride. En France, pendant des années, on a eu
des silos avec différents clouds publics et des environnements on-prem, mais des clients qui mettaient réellement en œuvre des infrastructures hybrides avec une capacité de bouger les applications, les données et de les faire coexister comme un seul tout. Ça, c'est assez récent. Donc en France, on fait beaucoup plus de projets où on accélère le move to cloud et on le fait de manière plus rapide et de manière optimisée. Mais alors précisément, si on prend l'exemple de la Grande-Bretagne, vous disiez qu'ils étaient allés beaucoup plus vite que les autres pays européens vers le cloud. On pourrait dire d'une certaine manière qu'ils ont peut-être un peu essuyé les plâtres, si je puis dire. Et est-ce que l'expérience que vous avez eue avec les entreprises anglaises, évidemment, peuvent être réutilisées pour les autres entreprises qui font ce chemin-là, mais un petit peu plus tardivement? Absolument, je pense qu'il y a une maturité générale sur le cloud public qui est désormais présente à peu près dans tous les pays, avec beaucoup plus d'histoire et d'expérience en Grande-Bretagne, parce que ça fait 2-3 ans de plus dans les déploiements. Maintenant, cette maturité fait que les clients sont mieux positionnés pour tirer le meilleur parti du cloud public, parce que c'est une boîte à outils formidable pour une entreprise, pour construire des applications, des nouveaux services, et pour accélérer le développement du business. Donc clairement, le cloud public et ses offres vont continuer à perdurer, mais vont être utilisés de la bonne manière. Donc aujourd'hui, on retrouve des clients qui sont beaucoup plus clairs sur les critères qui déterminent que les applications sont dans le cloud public ou sont dans un cloud privé. Et les critères de sélection des technologies sous-jacentes qui leur permettent de contrôler les coûts, d'assurer la sécurité et de garder le contrôle de leur destinée quelque part. Et tel que vous le décrivez pour la France, finalement, on a l'impression que la règle qu'on connaît un peu des entreprises françaises et même des Français par rapport à la technologie est un petit peu la même tout le temps. C'est-à-dire qu'on met quand même pas mal de temps au départ et puis une fois qu'on est lancé, à ce moment-là, ça va très vite. C'est exactement ça. On a une culture de vérification, d'assurance tout risque avant de se lancer. Donc c'est vrai que, en tout cas pour des entreprises de grande taille, on a tendance à être un peu plus lent au démarrage. Par contre, une fois que les paramètres ont été étudiés, vérifiés, déterminés, c'est vrai que les projets prennent une ampleur importante rapidement. Donc aujourd'hui, dans les projets qu'on fait en France, qui sont des plateformes hybrides multi-cloud, on commence à changer d'échelle sur la taille de projet que l'on fait par rapport à ce que l'on faisait il y a 2 ans. Donc on est sur une échelle beaucoup plus grande où les clients, parce qu'ils ont déterminé la bonne manière de procéder avec un risque réduit, commencent à se lancer sur des migrations à grande échelle. Et le profil des clients dans les différents pays, enfin donc des entreprises, est à peu près le même ou est-ce qu'il y a des spécificités là aussi? Dans tous les pays, on est très présent dans le secteur public parce que la souveraineté, le fait d'avoir une plateforme cloud qui se comporte comme un cloud public avec des capacités d'automatisation similaires, c'est vraiment ce qui nous fait vendre dans le secteur public. Ce sont des organisations qui, pendant des années, ont eu des difficultés à utiliser le cloud public. Donc ils ont construit énormément de cloud privé. C'est la raison de notre succès. On a également les segments hautement régulés, la banque par exemple, les télécommunications, ou les clients de type service provider, qui eux cherchent à développer une offre de service similaire à ce qu'offre le cloud public, mais pour leurs clients à eux, qui sont parfois en managed services ou parfois en usage mutualisé entre plusieurs clients. Alors, dans cette évolution technologique, il y a une nouvelle couche qui vient d'arriver, c'est celle de l'intelligence artificielle, qui touche à la fois le grand public, mais aussi les entreprises, et peut-être même d'abord les entreprises. Et est-ce que face à cette nouvelle vague, finalement, les entreprises françaises auront un peu la même attitude que par rapport à que les autres entreprises anglaises ou allemandes, à savoir attendre, être un peu plus attentistes pour voir vraiment ce que ça peut faire, ou est-ce qu'au contraire, là, pour le coup, vu les possibilités qui sont offertes, les entreprises françaises vont y aller? Alors pour le coup, sur ce sujet-là, la France n'est pas en retard par rapport à la Grande-Bretagne ou même par rapport aux États-Unis. Je pense que la vague AI liée à ChatGPT et
la compréhension générale de ce que l'on pouvait imaginer comme cas d'usage s'est répandue de manière globale très rapidement. Donc là, on en est au stade partout dans le monde où les clients et les organisations déterminent les cas d'usage. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec l'intelligence artificielle? Il y a énormément d'idées. Il faut faire le tri entre ce qui est réalisable d'un point de vue budgétaire, ressources et process. Et donc je pense que dans les 2 années qui viennent, on va commencer à voir dans chaque organisation 1, 2 ou 3 cas d'usage qui vont concrètement apporter des bénéfices au fonctionnement de l'organisation ou qui vont leur permettre de lancer de nouvelles offres. On en est au même stade en France et j'aurais tendance à dire Cocorico, on retrouve tellement de talents français partout dans le monde dans le domaine du design, du développement de logiciels. Je pense qu'on est plutôt bien armé pour tirer bénéfice de l'intelligence artificielle et d'imaginer les bons cas d'usage qui vont différencier l'industrie française versus les autres pays. Alors, j'avais envie de rester sur ce Cocorico, mais j'ai encore une petite question à vous poser. C'est que finalement, ce taux d'adoption vis-à-vis de l'intelligence artificielle, il a été presque plus rapide qu'on pouvait l'imaginer il y a seulement 1 an, puisque GPT, c'est 3 lettres qu'on pratique régulièrement, ça fait seulement 1 an. Est-ce que face à cette demande qui est très forte, vous, Nutanix, vous allez pouvoir suivre? Et c'est la grande question pour tout le monde. Le frein, l'adoption est dans les têtes aujourd'hui. Les idées sont nombreuses. L'implémentation en production de cas d'usage d'intelligence artificielle sont beaucoup moins nombreux parce que l'infrastructure qui gère les applications traditionnelles ne peut pas être la même. Il y a des demandes de ressources qui sont différentes. Il y a des architectures nécessaires entre ce qui se passe sur le Edge, dans le cloud privé des clients et sur le cloud public, et la corrélation de cette infrastructure qui est différente. Et l'accès aux ressources de type GPU est aussi limité. Donc, ce qui va freiner dans un premier temps le développement à grande échelle partout dans le monde sur énormément de cas d'usage, c'est l'accès à la capacité de compute. Donc j'aurais tendance à dire qu'une architecture hybride multi-cloud est idéale pour un cas d'usage AI. Maintenant, le développer à grande échelle partout dans le monde, chez tous les clients, ça va prendre du temps, ne serait-ce qu'en termes d'approvisionnement en capacité de compute. Écoutez, je crois que ça nous rappelle que le monde est fini, que nos ressources sont également finies. En tout cas, je pense qu'on a fait un tour assez complet. Samy Gabi, merci beaucoup. Merci à vous.
Alors de retour sur le plateau d'Informatic News à Point Next on Paris, la conférence de Nutanix à Paris, au Palais des Congrès. Et je suis en compagnie de Jean-Christophe Morisseau, qui est directeur général ISG pour Lenovo France. Alors Jean-Christophe Morisseau, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que ISG? On sait que ça parle d'infrastructure, mais est-ce que vous pouvez nous redire un petit peu plus en détail? Absolument, bonjour Guy, bonjour à tous. ISG, c'est un acronyme qui, pour le I, parle d'infrastructure, de solutions, et on est un groupe dans le groupe Lenovo, groupe sino-américain qui a commencé dans le monde du PC et du portable, et qui en 2014 a racheté une activité à IBM, l'activité x86, et a créé le groupe Data Center, qui est devenu le groupe ISG, et que j'ai la chance de diriger depuis 3 mois en France. Ou est-ce que dans tout ça, il y a du logiciel aussi? Pouvez-vous répéter la question? Est-ce que on parle uniquement de matériel, ou est-ce qu'il y a aussi du logiciel dans tout ça? C'est pas du middleware ou des choses comme ça? On intègre toute la partie infrastructure avec bien évidemment une activité principale de matériel. On ajoute de logiciel dans les outils de gestion de ces infrastructures, et surtout le logiciel, on va le trouver dans l'articulation d'écosystèmes. On en parlait peut-être tout à l'heure avec Nutanix, et dans la capacité justement de faire en sorte que nos clients puissent déployer des applications, utiliser des infrastructures logicielles sur des environnements matériels. Donc il y a cette notion aussi d'articulation de cet écosystème logiciel. Alors si on parle aujourd'hui avec vous, c'est parce que vous êtes présent ici en tant que partenaire de Nutanix. Vous allez nous expliquer, vous êtes à la fois d'une certaine manière partenaire et peut-être un peu concurrent. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous faites avec Nutanix? Alors Nutanix est un partenaire. On développe le partenariat depuis à peu près 8 ans dans le domaine de l'hyperconvergence. Ce domaine qui a émergé il y a une dizaine d'années et qui permet justement de simplifier l'utilisation des infrastructures. Et donc on s'est retrouvé sur des valeurs d'agnosticité, d'interopérabilité avec Nutanix. Nutanix propose ces solutions logicielles à l'ensemble des constructeurs, et nous, constructeurs, proposons des solutions qui permettent à nos clients de déployer des infrastructures de façon la plus simple possible. Donc Nutanix, dans ses approches d'hyperconvergence, d'hybridité du cloud, de capacité à embarquer des écosystèmes de logiciels dans les couches applicatives, est totalement en adéquation avec ce que l'on veut faire également, de proposer ces solutions au niveau de la couche plus basse d'infrastructure. Et donc en fait, ce partenariat, il a vocation à être technologique, bien évidemment. Il a vocation également à être commercial. On développe des réseaux de partenaires ensemble. On a des clients communs. Donc on est vraiment embarqué totalement avec Nutanix sur ce partenariat depuis 8 ans. Et donc il n'y a pas de domaine sur lesquels vous êtes, je dirais, un peu en concurrence? Pas vraiment, parce qu'en fait, on n'a pas d'offre de logiciel, d'infrastructure logicielle. On est totalement complémentaires. Donc pour nous, Nutanix est vraiment un partenaire qu'on intègre dans notre chaîne de valeur, et qui pour nous fait partie de l'écosystème, et avec lequel on se doit de travailler et de développer des solutions qui permettent à nos clients de se déployer le mieux possible on-premise, ou sur le cloud, ou sur les clouds. Alors on a bien compris donc les nouveaux fournisseurs d'infrastructures, je suppose à la fois on-premise et dans le cloud. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites vous, les nouveaux, dans le cloud public plus précisément? Alors le cloud public, on le voit comme une extension de notre cloud privé, du on-premise. Donc on fournit bien évidemment des systèmes à tous les hyperscalers. Donc, comme on fournit du matériel, les hyperscalers utilisent des matériels nouveaux, que ce soit en compute ou en stockage, pour leurs propres besoins. Quand on travaille avec des clients, ce qu'on essaye de faire, c'est d'être dans une logique de continuité des workloads. On travaille au niveau du centre de calcul, du data center. On a une très forte expertise mondiale sur la partie HPC, les centres de calcul à haute performance, qui permettent, en ce moment on parle beaucoup d'intelligence artificielle, de faire tourner des modèles d'apprentissage. Les grands modèles LLM peuvent tourner sur des calculateurs qui sont des calculateurs Lenovo. Quand on arrive à l'inférence, au moment où on doit mettre en œuvre des modèles qui ont été entraînés soit on-premise, soit sur le cloud, c'est là qu'on va commencer à parler d'hyperconvergence, et qu'on va pouvoir avoir des environnements qui, par exemple, sur nos solutions Edge, vont pouvoir, de façon transparente, mettre en œuvre ces modèles d'inférence. Et c'est là qu'on va retrouver des partenaires comme Nutanix, où on va pouvoir se rapprocher de l'endroit où on collecte la donnée,
pour la traiter au même endroit, sur ces logiques donc d'IA à l'inférence, et faire en sorte de pouvoir être dans une continuité du cloud, privé ou public. Donc il n'y a pas, encore une fois, d'antagonisme dans les offres de Lenovo entre un cloud privé ou un cloud public. On s'inscrit dans une logique d'hybridité. Et la proposition que l'on fait au niveau du cloud public, c'est cette capacité d'interopérabilité entre des workloads qui vont être amenés sur le cloud public, ramenés sur un cloud privé, ramenés à l'edge. Et l'edge est un domaine qui se développe énormément, dans lequel on a beaucoup de choses à dire parce qu'on utilise notre capacité à apporter de la puissance à l'edge pour faire en sorte qu'on puisse tirer le meilleur parti de ces workloads qu'on va avoir entraînés ailleurs et qu'on va amener au plus près de la donnée collectée. Parce qu'effectivement, c'est une particularité de Lenovo. Vous êtes présent à l'Edge, qui est quand Absolument. même la nouvelle frontière, si je puis dire, de l'informatique. Oui, on a combiné notre connaissance du monde du PC et du monde du serveur pour faire en sorte de vraiment aller vers cette notion de micro-data center. C'est ça. Et de faire en sorte d'avoir et les outils de management et les outils d'hyperconvergence qui permettent, avec du Nutanix, Microsoft était un partenaire qui était tout à l'heure sur la scène. Également, on peut imaginer des modèles qui sont entraînés dans le cloud Azure et qui ensuite sont rapatriés sur du Azure Stack, sur des machines Edge Lenovo, pour faire en sorte de pouvoir mettre en œuvre des modèles d'intelligence artificielle ou des applications en container ou des applications qui sont en move to cloud et qui sont des applications virtualisées. Donc on a tous les cas de figure, mais vraiment l'expertise de Lenovo, c'est d'être capable de proposer du compute, du stockage, de la GPU à l'edge, avec des facteurs de forme qui sont totalement innovants, avec des machines qui sont capables de résister à des très hautes températures, à des environnements industriels, à des environnements mouvants. On a des machines qui résistent à des chocs jusqu'à 60 G. Donc on a vraiment des use cases extrêmement appropriés à l'utilisation industrielle à l'edge. Donc on pourra les utiliser pour faire des punching balls peut-être un jour. Un dernier point que je voulais voir avec vous, c'est que donc vous avez parlé beaucoup du cloud et quand vous avez présenté Lenovo, vous êtes présenté comme un groupe sino-américain. Quand on parle des opérateurs de services cloud, on sait bien que les opérateurs américains sont ultra dominants. Mais on parle aussi beaucoup de cloud souverain. Comment vous vous inscrivez dans cette dynamique-là ? En fait, on est sino-américain, donc le groupe est un groupe chinois. En revanche, toute l'activité d'infrastructure est basée aux États-Unis. Le siège social est à Mauriceville, en Caroline du Nord. Et donc on intègre les mêmes composants que tout le monde. On est un gros client AMD, un gros client Intel. Et donc en fait, les machines qu'on fabrique sont des machines qui sont au standard du marché. Et la façon dont on aborde le cloud souverain, il y a deux aspects. On va pouvoir proposer nos solutions et nos infrastructures aux acteurs du cloud, que ce soit des hyperscalers ou des acteurs locaux. Et on va pouvoir également rentrer dans cette dynamique de l'hybridité où en fait la souveraineté, c'est vraiment la notion du choix de la dépendance et du choix d'où est-ce qu'on met ces données pour les clients. Et donc toute la proposition d'hybridité et de cloud on-premise répond quelque part à cette notion de souveraineté. Elle vient en continuité avec ce que d'autres cloud providers publics peuvent proposer. Et de vraiment donner le choix de l'endroit où on pose ces données. Donc voilà, il y a toute cette compréhension de la complexité de cette notion de souveraineté qui est vraiment bien comprise par Lenovo et l'articulation de solutions qui peuvent se déployer soit dans le cloud public, on-premise, et on est dans ce marché au même titre que les autres. Alors vous avez mentionné des acteurs locaux, est-ce que vous pouvez en citer ? J'ai pas entendu. Vous avez mentionné des acteurs locaux, oui. Donc je suppose que c'est des Français ou des Européens, est-ce que vous pouvez en citer ? Je ne peux pas en citer parce que j'ai des accords de confidentialité. Mais il y en a. D'accord, très bien. Écoutez, on va en rester là. En tout cas, Jean-Christophe Morisseau, merci beaucoup. Merci Guy, à bientôt.
Est-ce que vous m'entendez? Je vous entends, oui. Ok, très bien, moi aussi. Ok. Bon. Donc, Emmanuel Wiesbeck. Hein. C'est ça. Alors nous sommes de retour sur le plateau d'Informatic News à Point Next on Paris, donc c'est la conférence de Nutanix au Palais des Congrès. Et je suis en compagnie de Emmanuel Wiesbeck. Donc vous êtes directeur pour la région ouest de la société Anetis. Exact. Donc vous êtes un partenaire de Nutanix. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que vous faites, vous, Anetis, et quel est le partenariat que vous avez avec Nutanix? Oui, merci. Donc bonjour, nous sommes effectivement un groupe français. Nous appartenons au groupe Nextedia, qui est un groupe de 300 personnes spécialisées dans le conseil et le service, et qui se déploie sur deux grands axes. Une structure qui s'appelle Almavia, qui gère la relation client, l'expérience client, et donc est spécialisée dans la gestion de la relation client, l'omnicanal. Et donc la deuxième entité, donc Anetis, dont je dépends, qui elle est spécialisée dans la cybersécurité. Donc nous on travaille sur trois grands axes, que sont effectivement tout ce qui est la sécurité des identités, des accès et des annuaires. On a également tout ce qui est sécurité, data center, réseau, et également tout ce qui est sécurité au niveau des applis, des data, et également ce qu'on appelle le VDI, le DAS, donc le workspace. Voilà, donc on a effectivement un partenariat depuis les années 2015 avec Nutanix, qui nous apparaît une technologie qui dans un premier temps répondait à des use cases, à des problématiques clients qui étaient d'apporter de la performance sur le DAS, le VDI, et notamment sur des extensions simples, sur tout ce qui est PCI, PRI, d'accord ? Et aujourd'hui, de plus en plus, nos clients et le marché va vers le cloud, bien entendu, et donc notamment sur l'hybridation, le multi-cloud. Donc forcément, les hyperscalers proposent leurs solutions, leurs technologies. Et c'est vrai que nos clients aujourd'hui veulent conserver, surtout dans nos pays, en Europe, veulent conserver une certaine autonomie. Et je pense qu'on va également dans leur sens. Enfin, c'est pas je pense, on est plutôt persuadé que c'est la bonne approche. Il faut rester agnostique. Et Nutanix propose une plateforme technologique qui aujourd'hui innove. Et qui aujourd'hui est leader sur ce marché-là et qui nous intéresse à ce titre-là, parce que nous, ça nous permet de bâtir des socles et de proposer à nos clients un socle, je dirais, hybride et commun entre le public, le privé, donc de façon homogène. Et nous, on vient apporter toutes nos offres de services pour sécuriser tout ce que je vous ai énoncé précédemment, les accès, les identités, ainsi de suite. Mais alors ces offres de services, je suppose qu'elles sont basées sur des solutions technologiques, notamment en matière de sécurité. Donc vous avez d'un côté un partenariat avec Nutanix, mais de l'autre, je suppose, un partenariat avec une foultitude de sociétés spécialisées dans la sécurité. Alors, une foultitude, non, parce qu'en fin de compte, on a fait le choix de se spécialiser. On est une société de services, donc on veut apporter de l'expertise à nos clients, leur faire gagner du temps dans leurs projets, sécuriser les projets et surtout capitaliser sur les investissements technologiques qu'ils font. Et pour éviter effectivement que les technologies prolifèrent. Et aujourd'hui, avec les consolidations de technologies, on voit énormément de recouvrement et donc les clients ne savent plus trop où s'arrêtent les technologies qu'ils achètent versus les autres. Et donc nous, on a fait ce choix d'être, étant indépendant et très service, on a cette chance de pouvoir sélectionner les technologies. Donc nos principaux partenaires, effectivement, sont Nutanix sur les briques d'infrastructure et multi-cloud, on va dire ça comme ça. On a également un très fort partenariat avec les technologies Citrix sur tout ce qui va être VDI ou aujourd'hui DAS, puisqu'aujourd'hui le workspace, il est où on veut. Il est dans le privé, dans le public, dans le cloud, sur n'importe quel hyperscaler. Et puis on a également sur la partie sécurité un très fort partenariat avec Palo Alto Networks, sur la partie sécurité cloud, sécurité traditionnelle, mais également bien sûr qui embrasse aujourd'hui et qui innove énormément. D'ailleurs ils ont un partenariat avec Nutanix sur la micro-segmentation par exemple, et bien entendu tout ce qui va être en complément la partie EDR. Et on a également un partenariat avec la société Cato Networks. Donc Cato Networks, c'est également une technologie cloud native. Exactement, donc sur lequel on va apporter de la sécurité, d'interconnexion dans des clients qui sont encore une fois dans cette approche multi-cloud, puisqu'on va simplifier, remonter dans le cloud, mais tout en conservant la maîtrise technologique et donc la partie asset et puis la partie service également, puisque les clients se réapproprient, c'est pas quelque chose qui est outsourcé
Donc on va pouvoir effectivement capitaliser sur ces technos. Voilà donc un petit peu. Et après un certain nombre de partenaires écosystèmes. Donc, je vous ai donné les principaux. Bien entendu Microsoft qui est un partenaire important. IBM sur la partie sécurité. Et puis après des approches plus tactiques qui vont être sur la sécurisation des annuaires, donc des Active Directory, qui vont être sur la mise en place de MFA, de fédérations d'authentification. Voilà, tous ces outils-là, effectivement, qui participent au fait de transposer la sécurité d'une architecture client dans un environnement multi-cloud. Alors, deux éléments. Le premier, c'est donc vous faites du conseil, de la mise en œuvre. Est-ce que vous allez plus loin? Est-ce que vous faites des services managés, par exemple? Alors, exactement. Donc, on fait bien entendu du conseil, de la gouvernance, de l'accompagnement, donc très en amont. On a bien entendu le service de consulting, d'ingénierie, d'intégration qui met en œuvre les technologies avec cette capacité de transférer le savoir sur les équipes de nos clients. Et effectivement, donc on a une activité qui se renforce ces dernières années de service managé où on va proposer du support, du MCO. Donc on va pouvoir prendre en charge l'exploitation, mais également la partie maintien en condition de sécurité de certains composants. Toujours ceux que l'on maîtrise, sur lesquels on a de l'expertise. Et donc on va pouvoir soit monter des centres de services, soit s'intégrer dans des centres de services chez le client ou qu'il a lui-même bâti avec divers partenaires. Et c'est pas un petit peu dangereux de faire du service managé dans le domaine de la sécurité, dans le sens où quand ça va bien, il n'y a pas de problème, mais quand il y a un incident, finalement, la faute, elle retombe un peu sur vous, non? Ah oui, bien sûr, c'est une certitude. Aujourd'hui, on le voit bien, les contrats, et c'est vrai que les contrats des éditeurs, les acteurs de la sécurité ont des contrats, et c'est vrai qu'aujourd'hui, tous les clients aujourd'hui qui connaissent des problèmes de sécurité ont tous des solutions technologiques, donc ça ne garantit bien entendu rien. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on doit, nous, être de la même façon, ce qu'on peut appeler back-to-back, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'engager plus. Nous, c'est effectivement des engagements de moyens. Par contre, aujourd'hui, la valeur ajoutée d'Anetis, c'est de s'enrichir de profils expérimentés, très concentrés, et également de recruter des partenaires technologiques qui ont une très forte stratégie de partenariat et qui aujourd'hui, même s'ils développent des technologies, ont une notion du service assez aiguisée. On le voit bien, chez Nutanix par exemple, ils ont des résultats sur le Net Promoter Score à plus de 90%, et c'est quand même assez unique sur le marché. Donc ce qui veut dire qu'ils sont proches de leurs clients en termes de développement, en termes de support, mais également avec leurs partenaires. Et donc nous, effectivement, on va aligner l'ensemble, on va fédérer, on va se nourrir de l'ensemble de ces compétences pour apporter un service de qualité. Et c'est là où c'est vrai qu'aujourd'hui on voit certaines limites de schéma, en tout cas ça c'est mon point de vue très personnel, mais entre l'industrialisation qui pour moi dans le monde dans certains secteurs d'activité est extrêmement pertinent, dans le monde de l'IT où on est renouvelé sans cesse, l'industrialisation est assez complexe, en tout cas pour les briques d'exploitation quotidienne. Donc on doit tout le temps se renouveler, tout le temps se re-challenger, tout le temps être à l'écoute également du marché et des innovations bien sûr qui n'arrêtent pas. Et donc d'où effectivement le fait de mettre toujours de la valeur ajoutée, de la valeur dans les services. Alors le point que vous avez mentionné, là vous utilisez le mot complexité. Comme vous êtes dans la sécurité, vous savez le Césin il publie régulièrement des enquêtes et une des idées qui ressort de cette enquête, c'est que en fait les entreprises sont face à entre 5 et 15 solutions de sécurité différentes. Et d'ailleurs vous en avez mentionné un certain nombre. Elles sont finalement un peu noyées par toutes ces offres-là. Et quelles solutions vous pouvez apporter à cette difficulté? Alors nous, l'approche, elle est déjà d'une part, c'est du bon sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, on peut mettre à chaque problème, à chaque attaque, à chaque incident, on peut mettre une technologie. Aujourd'hui, je pense que on a Alors déjà, il y a les règles de l'art. Tous les éditeurs aujourd'hui arrivent avec des solutions qui sont extrêmement efficaces, mais qui sont les règles de l'art d'aujourd'hui. Et un client aujourd'hui, dans l'industrie, dans le service, forcément a un héritage. Il n'a pas une infrastructure, donc généralement, il est hors scope de ces offres-là. Donc, chez Anetis, de par notre historique, notamment sur la gestion du poste de travail dans le data center, et donc notamment et de la centralisation du SI sur des organisations déployées, pour nous, la brique de base, ce sont ce qu'on peut appeler les fondamentaux. Et aujourd'hui, en termes de sécurité, les fondamentaux, c'est l'annuaire,
c'est la gestion d'identité, c'est la gestion effectivement ce qu'on peut appeler le multifacteur. Donc déjà, il faut répondre à ces problématiques-là et après on vient construire la sécurité autour d'un noyau, d'un socle de base qui doit être parfaitement maîtrisé par nos clients. Et donc cette revue-là permet après, en fonction des métiers, en fonction des contextes clients, s'ils sont à l'international, s'ils sont multisites, s'ils ont beaucoup de mobilité, de venir ajouter des briques technologiques complémentaires qui vont venir effectivement répondre à un besoin. Donc c'est vrai que c'est une vraie problématique que rencontre le marché aujourd'hui. Et c'est vrai que bien souvent, on peut être tenté d'aller rapidement sur des technologies qui ont le vent en poupe en termes de services, mais en gros, c'est un peu comme mettre un pansement sur une jambe de bois. Voilà. Donc revenons d'abord sur la base, retravaillons sur la rééducation. Les équipes informatiques ont besoin de se réapproprier, mais il faut aussi accompagner les directions générales. Il faut également accompagner les directions métiers qui sont parties dans le SaaS, qui sont parties dans le cloud bien avant tout le monde, et qui aujourd'hui, on doit se réapproprier également ces assets. Le Covid nous a amené avec beaucoup plus de mobilité, donc cette mobilité rapporte des briques complètes. Voilà, donc il faut répondre à tous ces besoins, mais non pas en étant restrictif, mais en apportant des solutions. Mais encore une fois, quand on a le bon socle, les bons fondamentaux, c'est beaucoup plus facile derrière. Donc l'idée, c'est avoir un noyau de base qui soit stable et solide, et puis aller par extension progressive de manière extrêmement mesurée. Et c'est là où on se met à l'écoute de nos clients pour répondre, encore une fois, à leur contexte, à leurs besoins, à leurs projets, à leurs concurrents également pour gagner des parts de marché. Enfin, c'est là où notre métier d'écoute du client est importante pour construire avec eux des solutions. Mais encore une fois, il y a les fondamentaux, il ne faut pas passer... Donc ne pas oublier les fondamentaux comme au rugby. Tout à fait. Très bien, Emmanuel Wiesbeck, merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour, nous sommes toujours sur le Nutanix On Tour Paris. Je suis avec Christian Chichine. Christian, bonjour. Bonjour. Alors, Christian, vous êtes DG chez Mikado Labs. Est-ce que vous pouvez nous parler de Mikado Labs ? Alors Mikado Labs, c'est un intégrateur plutôt typé infrastructure, partenaire Nutanix. Nutanix est très important pour nous, c'est notre technologie principale. Une boîte qui a 7 ans, que j'ai intégrée l'année dernière et qui a fait vraiment uniquement du service pendant 6 ans et qui a profité finalement de 2023 pour lancer des activités autour du resell, donc de l'achat-revente. Et ce qui nous différencie un petit peu par rapport aux autres intégrateurs, c'est qu'on est arrivé à l'achat-revente par l'expertise. Et après avoir essuyé beaucoup de projets, beaucoup de plâtre et transpiré beaucoup autour des technologies, on a décidé finalement de les dimensionner, de les designer et de les vendre nous-mêmes. Voilà, sans plus passer par des acteurs tiers. D'ailleurs, le point fort, ceux qui nous regardent vous connaissent peut-être parce que vous avez un historique chez Nutanix, ce qui fait qu'effectivement, vous connaissez bien les technologies du groupe. Avec qui travaillez-vous comme client, Christian ? Alors aujourd'hui, on a des clients vraiment de tout type, puisque comme je vous l'ai dit, on a fait énormément de projets sur les 6 premières années d'activité. On a fait un peu plus de 170 projets en déploiement, on a 140 certifications au compteur et pas mal d'audits. Donc on a rencontré vraiment tout type de clients, de la PME au grand compte. On a travaillé beaucoup en sous-traitance pendant ces premières années dans les grands comptes. Donc aujourd'hui, maintenant, on est en train de construire finalement notre base installée, notre propre base installée. Et on a aujourd'hui 2-3 clients qui comptent beaucoup pour nous, qui nous font confiance, notamment quelqu'un qui travaille dans la logistique, qui a vraiment une présence internationale, chez qui on essaye d'aider à définir un standard technologique pour l'ensemble du groupe et l'ensemble des filiales. Donc vraiment un projet très intéressant. Et puis un deuxième client qui est plutôt côté retail, autour de la pièce détachée, chez qui on travaille vraiment sur des aspects autant stratégiques que techniques. On l'accompagne dans la stratégie, définition des catalogues de services, mais aussi dans l'implémentation des solutions et puis dans les opérations finalement un peu au quotidien aussi, avec des gens qui ont des présences régulières hebdomadaires chez ce client. Avec vous, vos clients, pour être sûr de comprendre, Christian, vous êtes vraiment sur l'ensemble
la chaîne, vous l'avez dit, définition. Lié à la technologie. Par contre, la technologie est forcément intéressante pour un ou plusieurs cas d'usage dans chaque vertical. Après, ce qui est intéressant et ce qu'on retrouve, par contre, c'est la capacité à répliquer des designs ou répliquer l'efficacité d'un cas d'usage dans un vertical particulier. Et là, c'est un exercice un peu différent, c'est partager finalement avec un autre client du même vertical, ce qui a bien marché chez l'autre client, pourquoi, comment, et comment finalement bénéficier des mêmes choses plus vite pour éviter de tâtonner en fait et reproduire ce qui a déjà marché ailleurs. Et ça vraiment c'est très efficace. C'est la force d'un acteur de votre acabit. Quels sont les enjeux, Christian, plus globaux de vos clients aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, nos clients, ils sont évidemment comme tous les clients, ils sont martelés de marketing, ils sont martelés de messages très forts, parfois un peu creux si j'osais. Mais l'idée c'est que on les aide à avoir un peu plus clair là-dessus parce que pour un client finalement, adopter un cloud provider, adopter une nouvelle technologie, ce ne sont pas des choix anodins, ce sont des choix qui ont des impacts forts et pas que financiers, parce que souvent on voit des retours d'expérience financiers, mais il n'y a pas que ça, il y a la technique, il y a les opérations, il y a la continuité de service, il y a la réversibilité, il y a l'indépendance d'un fournisseur vis-à-vis d'un autre, etc. Donc ce sont vraiment des décisions qui sont importantes et impactantes et les enjeux de nos clients aujourd'hui qu'on voit, c'est finalement ils sont un peu désarmés à force d'entendre que tout se vaut, que tout égale tout, que tout est possible partout. Et bien finalement choisir, c'est finalement assez compliqué. Donc pour nous, ce sont vraiment des discussions intéressantes sur lesquelles on partage évidemment énormément de retours d'expérience des projets précédents. Mais je dirais que le choix aujourd'hui, c'est vraiment le challenge le plus important. Notamment dans vos missions d'audit, vous aidez justement vos clients à voir, peut-être à faire la différence entre la fonctionnalité d'un produit par rapport à son besoin. C'est vraiment à ce type de questions que vous répondez ? Alors il y a vraiment des audits qui sont des audits de type stratégie, feuille de route, donc là on est vraiment là-dedans. Et après il y a des audits qui sont plutôt des audits techniques sur lesquels on va s'assurer que la plateforme est en bon état, qu'elle a été installée correctement. Des audits qui interviennent d'ailleurs à n'importe quelle étape du cycle de vie de la plateforme, ça peut être juste après l'installation pour mettre un tampon des bonnes pratiques de l'éditeur, ça peut être finalement à l'intégration d'un nouveau cas d'usage en disant ben voilà la plateforme faisait ça jusqu'à aujourd'hui, à partir de demain elle fera ça aussi, donc il faut modifier certaines choses, etc. Et puis ça peut être aussi lors de constats d'anomalies, de comportements un peu hiératique. Là, il faut creuser un peu dans les entrailles de la plateforme, savoir ce qui ne va pas. Donc les audits, ils sont vraiment soit à tendance un peu stratégique et définition d'un schéma directeur ou d'une feuille de route, ou validation d'une installation, entre guillemets, à l'état de l'art, ou résolution d'un problème ou d'un dysfonctionnement. Christian, quel conseil vous pourriez donner à des entreprises qui, parmi celles qui sont probablement en train de nous regarder, qui se lancent dans des projets de redéfinition de stack, de transformation plus globale ou de virtualisation? Quelles sont pour vous les étapes absolument critiques par lesquelles elles doivent passer pour faire de cette étape-là, qui est peut-être une étape d'une transformation plus large, bien une réussite? Alors je dirais que la première chose à faire vraiment, c'est de ne pas penser que tout se vaut et que tous les produits se valent et que tous les éditeurs se valent, c'est pas vrai. Les éditeurs qui sont sur le marché, ils sont pour en général une bonne raison, mais qui n'est pas forcément la même que celle de leurs concurrents. Et donc, ce qui est intéressant, c'est vraiment de se poser la question, pas de ce qui marche, mais de ce qui marcherait pour moi en tant que client, et de faire le choix vraiment par rapport à mon intérêt, ce que moi j'ai besoin de faire et mon projet. Et pas de prendre une technologie soit parce qu'elle est juste à la mode ou soit parce qu'elle est très, très visible en ce moment ou parce qu'il y a énormément de clients dessus. Le fait qu'il y ait beaucoup de clients sur une techno ne veut pas dire que cette techno est bonne pour moi en fait. Donc vraiment le conseil que je donnerais, c'est de s'assurer qu'une techno a du sens dans le contexte du client et pas simplement qu'elle marche dans un lab ou dans une démo, mais qu'elle marche chez lui. Ça veut dire qu'il faut déjà avoir une idée très concrète sur le cas d'usage, en tout cas sur les besoins métiers auxquels la techno va répondre. Commencer par là, je dirais qu'aujourd'hui, après, moi ça fait quelques années maintenant que je travaille dans l'IT et je dirais qu'un projet qui démarre par autre chose que l'expression d'un besoin est un projet qui va échouer. Ça, c'est une bonne leçon, je pense que ceux qui nous écoutent seraient inspirés de l'écouter. J'aimerais qu'on parle de vos perspectives pour 2024. On sait que le marché, vous l'avez dit, se fragmente, c'est vrai, se transforme aussi très vite. Quelles sont vos perspectives pour 2024 et comment justement votre positionnement, vos produits et vos offres vont permettre aux entreprises de répondre aux défis qui les attendent d'ici quelques mois? Alors aujourd'hui, notre histoire, c'était d'abord 6 années de services vraiment purs et durs pour, entre guillemets, se faire la corne et devenir très expert sur un sujet.
On a décidé en 2003 qu'on était maintenant légitime pour revendre ces solutions, donc attaquer des projets d'achat-revente. L'idée pour 2024, c'est de dire que puisqu'on a l'expertise jusqu'aux opérations, pourquoi pas démarrer une offre de service managé pour être finalement capable d'accompagner nos clients de l'expression du besoin jusqu'à l'opération en mode managé et packagé. Et donc 2024 sera pour nous probablement la consolidation de nos activités d'achat-revente, mais aussi le démarrage d'une activité de service managé, soit sur des infrastructures de type dédié pour les clients qui en auraient les moyens, soit pour des infrastructures de type mutualisé, notamment autour du Disaster Recovery as a Service, qui est pour moi, pour nous, un trou un peu dans la raquette aujourd'hui pour les entreprises de taille moyenne qui n'auraient pas les moyens d'investir dans 2 plateformes, mais qui seraient capables d'en avoir une en production et puis derrière de financer finalement en mode locatif un peu un Disaster Recovery as a Service. On pense que c'est important et qu'il faut ça aujourd'hui sur le marché. Donc 2024 pour nous ce sera cette opportunité-là. Vous avez besoin de convaincre encore les entreprises sur ce sujet? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les entreprises, elles savent qu'elles vont être attaquées. En tout cas, elles savent qu'elles ont des vrais risques de voir leur SI mis en danger. Est-ce que c'est un discours aujourd'hui qui fonctionne, pour lequel on a encore besoin de convaincre les entreprises du fait qu'elles ont besoin d'avoir une stratégie de disaster recovery et surtout d'avoir une solution qui va leur permettre de redémarrer en cas d'attaque ou en cas de sinistre? Alors en fait, vous avez trois scénarios majeurs. Le premier scénario, c'est le client qui a déjà pris le mur et qui lui est parfaitement convaincu et il faut juste l'aider à trouver et à choisir. Vous avez le client qui n'a pas encore pris le mur et qui se dit que finalement c'est un peu comme l'assurance, on paye toute sa vie puis on n'en a jamais besoin. Et puis bon, lui, il faudra qu'il attende de rencontrer le mur. Et puis après, il y a le client qui lui pense qu'effectivement il n'en a jamais eu besoin jusqu'à aujourd'hui, mais qui est quand même conscient de ce que ça représente, la reprise d'activité, la continuité d'activité, la réversibilité. Et ce client-là, en général, il est pas difficile à convaincre. Par contre, il est souvent méfiant sur les discours qui sont très techniques, très technologiques. Et en général, il va plutôt attendre un discours autour de la proposition de valeur pour lui, c'est-à-dire d'expliquer pourquoi pas pourquoi une techno est bonne en fait, mais pourquoi elle est bonne pour lui et pourquoi elle fait du sens pour lui. Et je pense que ça, c'est vraiment le prisme le plus important, d'être capable de sortir de l'expertise de la technologie et d'expliquer au client pourquoi c'est pour lui qu'elle est intéressante. C'est vraiment un challenge intéressant. Une toute dernière question. Vous allez continuer à accompagner des entreprises indépendamment de leur taille, pas plus les grands comptes, pas plus les ETI, pas plus les PME. Vous allez continuer vraiment à accompagner toutes les tailles d'entreprises? Alors oui, certaines en direct, celles qui sont plutôt de type intermédiaire, voire enterprise bas de panier, jusqu'à 2 3 000, 4 000 utilisateurs. Sur les entreprises plus grosses que ça, on sera souvent le sous-traitant d'un acteur qui a les marchés ou qui est déjà introduit au niveau des achats, etc. Parce que ce sont des entreprises qui sont un peu plus compliquées à pénétrer. Mais on n'a pas aujourd'hui choisi de taille ou de segment de marché spécifique. Simplement, ceux qu'on adressera en direct seront plutôt des PME et de l'enterprise bas de panier. Et pour les grands comptes, en général, on se mettra derrière un acteur qui est déjà présent. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors nous sommes de retour sur le plateau d'Informatic News à Point Next on Paris, la conférence de Nutanix au Palais des Congrès, et je suis en compagnie de Adrien Porcheron qui est directeur général de Cato Networks France. Adrien Porcheron, bonjour. Bonjour. Alors je pense que tous nos lecteurs ne vous connaissent pas vraiment, Cato Networks. Je vais en dire 2 mots. Vous avez été créé en 2005 et vous êtes spécialisé dans le SASI. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, alors déjà je vais corriger, on a été créé en 2015. 2015, par Shlomo Kramer et Gurdjieff, qui sont 2 vétérans de la cybersécurité, puisqu'ils ont à leur actif plusieurs entreprises qui sont reconnues sur le marché, comme Checkpoint, Hyperva, Capsula. Donc d'origine israélienne. Exactement, société d'origine israélienne avec des capitaux américains. Société créée en 2015, 5 années de R&D avant de pouvoir lancer la commercialisation des technologies. Et effectivement, on est à l'origine d'une nouvelle mouvance, tendance,
qu'aujourd'hui le Gartner a appelé le SASE. C'est la convergence des services de réseau et de sécurité au sein d'une seule et même plateforme unifiée, 100% logiciel, 100% cloud native, et qui permet de délivrer à la fois des services de réseau pour connecter les architectures et de sécurité pour les protéger. Alors quand vous rencontrez des clients en France et que vous leur parlez de SASE, puisque vous venez de dire c'est un concept qui a été proposé par le Gartner, qui en propose un certain nombre, est-ce que vos clients ils sont déjà au fait de ce que ça veut dire ou est-ce que vous devez leur expliquer ce que c'est ? Alors, on est encore dans une phase d'évangélisation. Le thème SASE a été créé par le Gartner fin d'année 2019 suite à l'émergence de Cato Networks. Et on a passé 2 ans et demi à évangéliser, à éduquer le marché à l'impact et aux intérêts, aux bénéfices que pouvait avoir le SASE sur leur organisation. Aujourd'hui, on a en octobre le Gartner qui a publié le premier Magic Quadrant. Donc on passe d'un état de concept finalement à une réalité, à un enjeu, à un nouveau référentiel d'architecture qui va marquer une innovation technologique majeure, puisque la plupart des acteurs ont suivi la tendance du SASE. Et quand je parle des acteurs, c'est les acteurs du monde du legacy, ceux qui viennent du monde du réseau, ceux qui viennent des systèmes de firewall traditionnels et qui s'engagent aujourd'hui dans la conquête du modèle SASE par des acquisitions pour enrichir leur offre, qui sont plutôt orientées portfolio, où Cato arrive avec un nouveau modèle d'architecture innovant, puisqu'on est la seule plateforme aujourd'hui 100% unifiée du marché qui va intégrer et converger l'ensemble des briques dans une seule et même plateforme avec une seule console de management, une seule console de pilotage et tout ça cloud natif. Donc on est capable de délivrer l'intégralité de nos services parce qu'on est propriétaire d'un backbone à l'échelle mondiale qui nous permet de mettre à disposition l'intégralité des services de la plateforme Cato Networks. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre présence en France et éventuellement mentionner quelques clients qui auraient déjà mis en œuvre vos solutions ? Bien sûr, donc on est présent sur le marché français depuis 3 ans. On est aujourd'hui une petite quinzaine de personnes en charge du développement de l'activité, essentiellement des personnes au commerce, à l'avant-vente, à la technique, à la prévente aussi, des customer success, des équipes professional services pour accompagner nos partenaires au niveau des compétences, l'acquisition en tout cas des compétences Cato pour accompagner les clients dans leurs projets de transformation vers le SASE. On a beaucoup d'ambition, on a aujourd'hui une dizaine de positions ouvertes sur le marché français, donc on continue notre forte croissance, on est plutôt dans une démarche d'hyper-croissance. On a plus d'une centaine de clients qui ont déjà adopté la technologie en l'espace de 2 ans. Donc c'est plutôt une très bonne chose. Et on a énormément de clients aussi qui ont adopté les technologies Nutanix, qui ont fait la transition vers le modèle SASE, parce qu'il y a beaucoup de similitudes à la fois dans l'ADN et les bénéfices qu'ils peuvent retrouver entre Nutanix et Cato Networks, mais aussi une capacité à aller vers un monde beaucoup plus hybride et de pouvoir embrasser ce multi-cloud. Alors vous m'avez devancé un tout petit peu, mais je voulais poursuivre un peu sur cette question concernant les clients. Vous n'avez pas cité de nom, donc c'est parce que vous ne vouliez peut-être pas le faire encore. Quel est le profil de vos clients ? C'est plutôt des grandes entreprises, je suppose ? Alors non, pas forcément. En fait, aujourd'hui, 80% de nos clients sont plutôt des ETI. Pour une raison relativement simple, c'est que le modèle, les problématiques que les ETI ont sont les mêmes que les grands comptes, mais ils n'ont pas forcément les mêmes moyens techniques, financiers et humains, opérationnels, avec des experts en interne pour pouvoir piloter aujourd'hui leurs problématiques de cybersécurité. Et donc, ils retrouvent dans le modèle SASE de la simplicité de mise en œuvre, la simplicité d'intégration de ces services, et on va surtout évacuer toutes les problématiques liées au maintien en conditions opérationnelles, parce que dans la proposition de valeur de Cato, le fait d'être sur une plateforme cloud native, on va pouvoir avoir des gains opérationnels non négligeables, puisqu'il n'y a plus d'équipement à maintenir, il n'y a plus d'exploitation, ni même de montée de version à opérer sur les infrastructures. Tout ça est fait est délivré sous forme de service par Cato Networks, où on s'engage sur la disponibilité de ces infrastructures avec un SLA de 99,999 et qui contribue également à mettre en place des politiques de sécurité au niveau des montées de version et des mises à jour des services que Cato délivre pour l'ensemble des clients. Alors, si on parle ensemble, c'est parce que vous l'avez déjà expliqué, hein, vous êtes partenaire de Nutanix. Est-ce que vous pouvez nous dire en 2 mots ce que vous faites avec Nutanix ? Alors, Nutanix aujourd'hui a une stratégie de proposer une plateforme unifiée pour agréger les différents clouds et être capable
de déplacer des workloads applicatifs et des applications qui consomment des ressources dans n'importe quel cloud, que ce soit consommé on-premise, dans du PaaS ou des clouds privés, publics. Et cette problématique, en fait, touche directement l'accès à ces ressources, comment je vais délivrer ces ressources à mes utilisateurs qui sont derrière des sites ou dans un contexte de mobilité. Et pour pouvoir délivrer ce type d'accès, il faut des services de connectivité, donc de réseau et de sécurité. Donc le modèle SASE, en fait, s'inscrit naturellement dans une posture de sécurité pour venir connecter l'intégralité de ces ressources et délivrer un accès sécurisé avec une posture globale. Et donc on s'intègre aujourd'hui de façon naturelle à Prism, qui est la console de management et d'exploitation de Nutanix, pour pouvoir intégrer des policies de sécurité et manager l'accès à ces ressources. Ce qui veut dire que Nutanix et Cato Network, c'est une offre packagée qui est proposée par un des deux fournisseurs. Alors, c'est pas packagé au sens commercial du terme, mais par contre, aujourd'hui, on a beaucoup de partenaires en commun qui distribuent, qui intègrent les différentes solutions. Donc, on peut effectivement avoir l'opportunité, via un intégrateur unique, de pouvoir déployer des solutions Nutanix et Cato Networks et pouvoir d'offrir derrière des managed services pour pouvoir opérer l'ensemble avec un guichet unique. Très bien. Écoutez, je pense que c'était relativement clair. En tout cas, Adrien Porcheron, merci beaucoup. Merci pour l'accueil. Merci beaucoup. Nutanix On Tour Paris et je suis avec Christophe Ménard. Christophe, bonjour. Bonjour. Alors Christophe, vous êtes directeur commercial chez HPE. Alors, on va peut-être commencer sur une note très joyeuse. Vous avez reçu un prix ce matin du partenaire l'award du partenaire OEM délivré par Nutanix. Qu'est-ce que ça fait justement de voir le travail accompli par vous-même et par vos équipes distingué de cette manière par votre partenaire? Alors c'est toujours un honneur, bien sûr. C'est d'abord la reconnaissance du travail accompli par les équipes depuis quelques années maintenant, puisque ça fait de nombreuses années qu'on a un partenariat avec OEM et puis avec Nutanix et OEM. Et au-delà de ça, ce qui fait particulièrement plaisir, c'est de voir tous les clients et partenaires communs que j'ai pu croiser aujourd'hui sur le salon. Ils sont nombreux, c'est toujours un régal d'avoir des partenaires qui nous parlent qui nous partagent leur expérience commune et tous les bénéfices qu'ils ont pu en tirer au fil de ces 5-6 dernières années communes. Vous travaillez avec Nutanix depuis un certain nombre d'années maintenant. Qu'est-ce qui explique une telle coopération et surtout une telle complémentarité entre vos services et vos offres? Alors c'est assez naturel, c'est un ADN commun déjà. Nutanix et HPE, on a déjà cette force d'avoir des sociétés technologiques à forte valeur ajoutée qui cherchent à apporter des innovations technologiques fortes chez nos clients. C'est déjà cet ADN. Ensuite, on partage aussi des briques technologiques des briques d'ADN autour des partenaires. On engage historiquement principalement au travers de nos partenaires channel. Il se trouve que beaucoup de nos partenaires communs ont choisi à la fois HPE et à la fois Nutanix, qui est toujours une reconnaissance également conjointe. Et puis, au-delà de ça, on a la capacité à apporter de la valeur de manière très complémentaire chez nos clients. Je vais prendre des exemples très simples. On a tendance à penser que la partie hardware va être très commoditisée, mais en fait, on va parler beaucoup d'environnement, de social responsibility, et 80% ou 90% de l'enveloppe de l'empreinte écologique va être portée par la partie hardware. C'est des choses que l'on va beaucoup apporter. L'intégration de la plateforme, tout simplement, la mise à jour du hardware, la mise à jour du software sont des choses qui vont être conjointes.
Et on a la capacité, et on a délivré une plateforme commune, une suite logicielle commune qui permet des mises à jour facilitées pour les clients. Et puis, en n'oubliant pas, bien entendu, la partie service et la partie support, puisque de la même façon, ce qu'un client souhaite, c'est une expérience simplifiée. Le fait qu'on lui garantisse un maintien en conditions opérationnelles facilité, c'est tout à fait le genre de valeur ajoutée qu'on apporte de manière commune chez nos clients. J'aimerais qu'on redise un mot, Christophe, sur cette question de simplicité. À l'heure où les systèmes d'information sont de plus en plus complexes, on dira un mot ou deux un peu plus tard sur le multi-cloud, sur le fait qu'il y a du cloud hybride, il y a des configurations qui sont de plus en plus complexes, elles sont distribuées. Comment est-ce que votre partenariat technologique, justement, permet aux entreprises de s'y retrouver, d'ajouter du service, de continuer à améliorer, à enrichir leur système d'information sans pour autant ajouter des problèmes qui viendront encore s'ajouter aux nombreux problèmes que rencontrent déjà les équipes IT au niveau opérationnel? Alors le cloud, bien au-delà du cloud, que ce soit privé ou public, effectivement a tendance à rajouter de multiples couches, que ce soit des couches bas niveau hardware jusqu'aux couches très haut niveau sur des workloads très complexes. La bonne question, c'est comment est-ce qu'on arrive à avoir un stack qui va être particulièrement stable dans le temps. Et on le voit aujourd'hui à travers les annonces de DI générative portées par la stack Nutanix qui poursuit exactement ce type de but. C'est comment est-ce qu'on arrive à avoir une plateforme qui va être certifiée de bout en bout, supportée de bout en bout, avec des outils qui vont simplifier la gestion au jour le jour, quel que soit le niveau dans le stack. Ça, c'est une excellente façon de réduire les temps passés à maintenir en conditions opérationnelles, donc le manpower humain, pas pour réduire la taille des équipes, mais pour permettre aux équipes de se refocuser sur l'avantage métier, sur le développement métier, comprendre les besoins internes à leur société et passer moins de temps sur le run, entre guillemets. C'est ce qu'on dit souvent, il n'y a pas un gros intérêt à passer 80% de son temps à tenir la lumière allumée. L'idée, ça va vraiment être de simplifier la chaîne de bout en bout, que ce soit d'un point de vue intégration ou d'un point de vue support. Quelles vont être les prochaines étapes de ce partenariat? Comment est-ce que vous allez continuer ensemble en 2024, 2025, peut-être 2026, à répondre aux besoins de vos clients? Alors, tout simplement, la connectivité en HPE est leader autour des solutions hybride cloud depuis déjà quelques années, notamment portée par notre plateforme GreenLake. Donc la plateforme, la connectivité des solutions Nutanix à une plateforme GreenLake vont permettre effectivement la facilité de gestion d'opérations dans un monde environnement multi-cloud. Tout le move sur du as a service, puisqu'on parle souvent de clients qui veulent passer d'environnements CAPEX à des environnements OPEX, sur lesquels on va vouloir simplifier le modèle de consommation, comment est-ce qu'ils vont pouvoir consommer comme ils l'entendent, à la hausse ou à la demande. L'idée, c'est vraiment de retrouver une expérience cloud, entre guillemets, que l'environnement soit on-premise ou dans le cloud public. À un moment donné, on se dit le cloud, c'est pas un lieu, c'est un modèle d'opération, c'est la façon dont on va le consommer. Et c'est aussi ce genre d'intégration sur notre plateforme GreenLake qui vont permettre ce genre de mouvement de je consomme du Nutanix as I wish, entre guillemets, comme je le souhaite, comme je le veux, avec les unités de consommation les plus précises et les plus spécifiques à chacun de nos clients. Donc l'enjeu pour vous, c'est de continuer aussi à être un partenaire de route pour les très nombreuses entreprises qui continuent à accélérer sur le cloud. On sait que depuis 2019, 2020, il y a une accélération considérable. Comment est-ce que vous allez vous mettre dans les pas de ces entreprises et supporter celles qui veulent aller encore plus loin? Alors je dirais, on n'a pas été dans les pas, on a été au devant, puisque GreenLake, c'est une plateforme qui existe depuis déjà une dizaine d'années. Notre stratégie multi-cloud existe depuis déjà une dizaine d'années. Donc à un moment donné où beaucoup de clients se posaient la question de leur stratégie, où est-ce qu'ils devaient aller, à un moment donné où on avait le buzzword cloud qui voulait dire tout et n'importe quoi. En fait, on a déjà été dans ce travail d'accompagnement de nos clients. Donc le vrai enjeu, en fait, c'est d'avoir l'opportunité d'échanger avec les clients sur leurs besoins spécifiques, leur environnement spécifique, et de comprendre là où on est sur un environnement fantasmé, là où on est sur quelque chose de concret, et le gain financier, opérationnel, d'agilité qu'on va pouvoir apporter à chacun de nos clients. Puisque finalement, on est dans un monde compétitif, et nos clients, à travers ces plateformes,
cherchent aussi et surtout à avoir le maximum d'agilité, bien sûr avec des gains financiers et opérationnels, mais le maximum d'agilité afin de leur permettre d'embrasser plus rapidement, plus facilement leur croissance, leurs évolutions internes, et puis tout simplement des nouvelles des évolutions technologiques, comme bien sûr l'AI en ce moment, qui est un sujet qui va transcender un peu tous les sujets technologiques et tous les sujets de compétitivité qu'on peut voir sur le marché. Et vos clients vont continuer à vous trouver juste devant eux pour les guider. Merci beaucoup Christophe d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Bonne journée. Eh bien, nous sommes toujours sur le plateau d'Informatic News à Point Next on Paris, au Palais des Congrès, et je suis en compagnie de Stéphane Berthou, qui est directeur technique de Nutanix France. Stéphane Berthou, bonjour. Bonjour Guy. Alors, je commencerai par la promesse finalement initiale que vous aviez faite avec le HCI, donc la notion d'hyperconvergence, qui faisait que les trois éléments, le compute, le stockage et puis le network, étaient trois éléments qui étaient très liés l'un à l'autre. Et là, je dirais qu'il y a des évolutions qui montrent que finalement, entre le compute et le stockage, il y a une certaine distanciation qui est en train de se faire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Oui, alors effectivement, au départ, la notion d'hyperconvergence, elle était là pour résoudre la complexité qu'on retrouvait dans les data centers, où tout était fait un petit peu sur mesure. Pour chaque application, on avait un ensemble de matériel, que ce soit du stockage, que ce soit du réseau, des composants disques et bandes même parfois, et puis les différents serveurs. Et donc c'était des environnements très hétérogènes, très hétéroclites, avec beaucoup de complexité, des silos de gestion pour gérer ces différents niveaux, stockage, réseau. Donc la promesse de l'hyperconvergence, c'était de passer du sur-mesure au prêt-à-porter, c'est-à-dire concrètement le même modèle de serveur décliné des dizaines, des centaines de fois, et toutes les fonctionnalités de stockage, de réseau et de compute portées dans le logiciel, donc du software defined, et donc banalisé avec un modèle matériel unique, décliné et répliqué à l'infini, si on peut dire. Maintenant, l'hyperconvergence est une solution qui est éprouvée et qui a répondu à ce pourquoi ça a été conçu, mais tout en gardant cette optique de simplicité, c'est-à-dire que toutes les fonctions sont portées par le logiciel. La volonté, c'est de donner de la flexibilité en fonction du type de workload qu'on va vouloir héberger, et donc de permettre d'avoir des modèles de serveurs dissimilaires dans un ensemble, des serveurs qui vont plus être designés pour avoir des grandes volumétries de stockage, d'autres qui vont plus être designés pour faire du compute avec des GPU par exemple, pour faire de l'IA. Ça permet notamment donc d'avoir une meilleure granularité, tout en gardant la simplicité d'administration de l'ensemble. Et puis ça permet aussi d'adapter son licensing parfois vis-à-vis d'éditeurs de bases de données par exemple, pour ne faire porter les licences que sur les nœuds qui vont faire du compute, qui vont faire tourner les instances de bases de données, et pas les serveurs qui vont porter les données elles-mêmes. Donc ce qui nous montre que finalement l'informatique est un perpétuel recommencement, puisqu'on a connu les systèmes centralisés, puis distribués, puis on est revenu. Donc,
Un autre élément aussi, donc là on était dans le cadre de l'hyperconvergence et donc on a bien compris que vous partiez de cette étape hyperconvergence pour aller vers l'hybrid cloud, en donnant la possibilité aux clients de gérer leur informatique dans leur data center sur différents clouds publics, éventuellement les clouds privés chez certains fournisseurs. Tout ça ne peut se faire qu'avec la possibilité d'avoir une console unique pour gérer tout ça. C'est un peu ce que vous proposez avec Nutanix Central, c'est ça? Que vous avez annoncé il n'y a pas très longtemps. Oui, tout à fait. Alors c'est un petit peu un retour aux fondamentaux parce que la réalité, c'est que l'hyperconvergence, elle est née chez des acteurs du cloud public. Les fondateurs de Nutanix, c'était des ingénieurs Google qui ont, pour résoudre des problèmes qui sont ceux d'un hyperscaler en 2008-2009, des problèmes de croissance, de scalabilité, etc., ont innové avec ce concept d'hyperconvergence. Donc l'hyperconvergence a été la possibilité pour des entreprises d'utiliser les technologies du cloud dans leur data center pour construire des clouds privés. Mais bien évidemment, toutes les entreprises à l'heure actuelle, en 2023, consomment un ensemble assez hétérogène, encore une fois, de cloud public, de cloud privé, de service provider, cloud souverain, etc., etc. Donc on retrouve une certaine complexité à nouveau, à un niveau différent. La vocation de Nutanix Central, c'est de pouvoir agréger, fédérer ces différents environnements dans lesquels on peut positionner différents clusters Nutanix qui vont donc être instanciés dans un cloud privé, dans un cloud public, chez un OVH par exemple. Et donc chacun jusqu'à maintenant avec sa console d'administration qu'on appelle Prisme Central. La vocation de Nutanix Central, c'est de fédérer ces ensembles de domaines différents pour proposer une console unique avec la visibilité unique au travers de l'ensemble de ces environnements. Et alors, ça se complète de ce que vous proposez qui s'appelle le Nutanix Cloud Platform, qui est en fait finalement une infrastructure généralisée qui peut être déployée n'importe où. Tout à fait. Alors, Nutanix Cloud Platform, c'est le chapeau dans lequel on va retrouver l'ensemble du portfolio, l'ensemble de l'offre Nutanix, et qui va se composer évidemment des briques infrastructure, donc l'hyperconvergence Nutanix notamment, tout ce qui va être hyperconvergence, stockage, mise en réseau, sécurisation, etc., etc., mais qui peut aussi reposer sur des environnements cloud public par exemple. Donc cette composante infrastructure fait partie de la cloud platform. On va retrouver aussi tout ce qui est cloud management, donc toute la métrologie autour de ces clouds qui va permettre de gérer, d'optimiser, que ce soit la consommation de ressources, stockage, réseau, compute, que ce soit l'optimisation des coûts également, les coûts entre ces différents clouds publics pour avoir une capacité à les surveiller, à les refacturer éventuellement et à les optimiser en fonction des offres disponibles, en fonction de son utilisation. Et donc, au-dessus de ces piliers, cloud management et cloud infrastructure, on va retrouver un certain nombre de services offerts par la plateforme Nutanix, services de stockage unifié, Nutanix Unified Storage, avec la possibilité de consommer du stockage, que ce soit bloc, que ce soit fichier, que ce soit objet, avec le service de Database as a Service, donc une plateforme as a Service, Nutanix Database Service, qui va permettre donc de la même façon de consommer, d'instancier, de gérer des bases de données, et ça de façon transparente, qu'on utilise un déploiement dans le cloud public ou un déploiement dans le cloud. Et alors cette infrastructure que vous venez de décrire, finalement, c'est la même, quel que soit l'environnement dans lequel on se trouve, à la fois dans son data center ou chez un fournisseur de cloud public. Exactement. C'est notre volonté, fournir cette plateforme et la rendre disponible dans ces différents environnements de façon absolument transparente, peu importe le sous-jacent, qu'il soit data center en propre d'un client, que ce soit un service provider, que ce soit un cloud public, la même technologie disponible dans ces différents environnements, dans ces différents emplacements, et tout ça géré de façon unifiée au travers d'une console qu'on appelle Nutanix Central. Très bien. Alors ça, c'est, je dirais, le court et le moyen terme. Et puis à un petit peu plus long terme, vous avez commencé à parler pour le futur. Alors, vous me direz quel est... Est-ce que ce futur est très loin? Vous avez commencé à parler de ce projet Beacon. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots?
Alors le projet Beacon, effectivement, c'est une vision à long terme, mais c'est quelque chose dont les premières briques sont déjà apparentes. Jusqu'à présent, la plupart des services, des fonctionnalités Nutanix nécessitaient un sous-jacent, une infrastructure Nutanix sous-jacente, une infrastructure Nutanix hyperconvergée. La volonté, c'est de détacher les différents services qu'on propose, plateforme as a service avec les bases de données, avec le stockage unifié, métrologie, gouvernance des coûts, etc., de les rendre disponibles sans avoir forcément le sous-jacent d'infrastructure Nutanix. Donc les rendre disponibles dans son data center sur une infra Nutanix, mais les rendre disponibles aussi nativement dans différents clouds publics, chez différents service providers ou hyperscalers. Mais avec lesquels vous avez des partenariats et avec lesquels vous avez fait les développements nécessaires pour que ça puisse fonctionner, bien sûr. Exactement, tout le travail de fond qui a été fait autour de la mise en relation réseau, du design de l'infrastructure, des serveurs qui sont utilisés dans les data centers de ces grands hyperscalers, que ce soit Amazon ou que ce soit Microsoft. Tout ce travail a déjà été fait, ce qui permet de mettre à disposition des capacités d'hybridation immédiatement et effectivement dans le futur, chez ces hyperscalers, proposer un certain nombre de services Nutanix, encore une fois, autour des bases de données, autour du stockage unifié, et plus tard, probablement, des capacités aussi de streaming, caching, messaging pour le développement d'applications modernes, cloud native. Alors, évidemment, vous êtes moteur pour proposer ce développement-là. Est-ce que vos partenaires, donc les opérateurs de services cloud, ils sont également motivés par ça? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'eux ont à gagner finalement? Alors, effectivement, on a un certain nombre de partenariats très forts avec des constructeurs. On a un objectif commun, au final, c'est de simplifier la vie de nos clients et c'est leur rendre d'abord la simplicité, la flexibilité. Et au-delà de ça, de plus en plus important pour beaucoup de clients, c'est la liberté de choix. C'est-à-dire de pouvoir choisir de positionner ses workloads en fonction des besoins, en fonction des situations aussi qui évoluent très rapidement au cours de ces derniers mois. Il faut souvent prendre des décisions assez rapides. Et donc, notre intérêt commun, c'est de fournir une plateforme qui soit suffisamment flexible pour permettre ces réorientations, pour permettre ces déploiements qui nécessitent de la réactivité. Et donc, on a des partenariats avec un certain nombre de constructeurs, le plus récent étant avec Cisco, qui a été annoncé donc, cet été. Un partenariat très fort avec une très très bonne complémentarité de nos offres et notamment toutes les capacités Cisco autour d'Intersite, donc de banaliser toute la couche matérielle justement et de présenter une capacité de gérer l'ensemble du matériel au travers d'une console unique, s'adapte très bien et se marie très bien avec nos capacités. On a également des partenariats très forts avec HPE, avec Lenovo, et dans le cadre desquels on est disponible dans leurs offres as a service, comme GreenLake par exemple chez HPE, l'équivalent chez Lenovo, qui permettent justement aux clients de pouvoir consommer son infrastructure, consommer de l'IT de la même façon qu'il le ferait chez un cloud provider, dans un cloud public. Et donc d'avoir cette flexibilité, ce modèle de consommation orienté cloud, que l'on soit interfacé avec un cloud public ou pas. Pour ceux qui ne peuvent pas y aller, garder la flexibilité et la souplesse de ce modèle. Très bien. Écoutez, d'après ce que je comprends, on a fait ce chemin de l'hyperconvergence vers l'hybrid cloud, mais on n'y est pas encore et on a encore pas mal de choses à faire. Donc on aura l'occasion certainement d'en reparler. En tout cas, Stéphane Berthoud, merci beaucoup. Merci, ce sera avec plaisir.
Nous reprenons le direct sur Nutanix On Tour Paris. Nous sommes avec Yann Chaloub. Yann, bonjour. Bonjour. Alors Yann, vous êtes directeur des activités data, services et solutions chez SPI. Est-ce que vous pouvez nous rappeler qui est SPI ? Alors, SPI, c'est un groupe français qui a plus de 120 ans d'existence, à peu près 8 milliards de chiffre d'affaires avec 50 000 personnes en Europe. Et globalement, c'est un groupe qui porte deux transformations, une transformation énergétique et une transformation numérique. Et dans le cadre de cette transformation numérique, je représente SPI CS, qui est une ESN française et qui porte justement les transformations numériques pour nos clients. Et dans cette entité, je porte la direction des activités data, services et solutions qui globalement portent l'ensemble des expertises sur la donnée. Quelle est l'origine de votre rapprochement et de votre partenariat avec Nutanix ? Alors, notre rapprochement avec Nutanix existe depuis à peu près une dizaine d'années maintenant. C'est ancien. Donc c'est ancien, c'est un partenariat de longue date. Il a débuté il y a maintenant, comme je l'ai dit, à peu près une dizaine d'années. Et on a une volonté de pouvoir accompagner nos clients et pour cela, Nutanix avait une solution qui touchait le cœur de réacteur de nos clients, puisque c'est le système d'information de nos clients. Et donc lorsqu'on a monté le partenariat, on a eu un partenariat qui a très vite grandi. D'ailleurs, l'accroissement de l'activité infrastructure au sein de SPI est en corrélation avec la croissance au sein de Nutanix en France. Et on a eu de belles réussites et dans des secteurs d'activité qui sont variés. Puisque du coup, les réussites ont été faites à la fois sur le secteur de la défense, de l'aéronautique, du public, du retail, du luxe, de l'enseignement supérieur. Et donc, c'est autant d'éléments sur lesquels le SPI est également présent et pour lesquels on a été en capacité de pouvoir accompagner nos clients sur ces sujets-là. Donc, le partenariat avec Nutanix, c'est un partenariat qui est à la fois technique, qui est business, et puis qui est aussi relationnel. Je reviens juste sur les différents exemples que vous avez cités dans tous les différents domaines. C'est la raison notamment pour laquelle vous aviez besoin d'un partenaire technologique qui soit suffisamment, comme disent les Anglais, versatile, qui soit polyvalent pour répondre à l'ensemble des besoins et des secteurs sur lesquels vous vous positionnez. Effectivement, aujourd'hui, le groupe SPI, on intervient sur 4 domaines d'activité. Sur le domaine de l'activité autour du poste de travail, donc le digital workplace. Sur le domaine des infrastructures, on retrouve notre partenariat avec Nutanix et puis 2 autres activités autour de la cybersécurité et puis du smart data où on retrouve les activités liées au développement applicatif, donc tout ce qui est Kubernetes et puis l'approche autour de l'hybridation cloud. Et globalement, lorsqu'on regarde nos activités et justement le portefeuille de Nutanix, on se rend compte que les ambitions que nous avons, qui est d'être le partenaire de confiance sur les services du data center de demain, et quand on parle du data center de demain, il est hybride, il est responsable, parce que justement on porte cette transformation énergétique avec le groupe SPI et on a été labellisé numérique responsable en 2021. Mais il est aussi, ce data center, comme je le disais, il est sécurisé et il est automatisé. Et globalement, Nutanix est un des éléments qui nous permet de répondre à cette ambition. C'est le partenaire qui nous permet de répondre à cette ambition aujourd'hui. Comment vos solutions aujourd'hui, vous avez commencé à l'aborder, Yann, comment vos solutions aujourd'hui et celles de Nutanix se complètent et permettent, in fine, de fournir aux clients une solution et un accompagnement très complet ? Globalement, aujourd'hui, on a des clients qui nous demandent de pouvoir les accompagner sur comment est-ce que j'exploite mieux ma donnée, comment je fais en sorte qu'elle soit plus sécurisée, qu'elle soit hébergée de façon soit chez lui ou soit dans le cloud, donc d'une façon hybride. Comment est-ce que je peux derrière avoir les services autour de cette donnée pour la rendre accessible et lui proposer de pouvoir prendre des décisions avec ces données. Ça, c'est nous la valeur que l'on souhaite apporter auprès de nos clients. Et pour le faire, aujourd'hui, les offres que l'on a avec Nutanix nous permettent d'atteindre cette ambition. On a pour objectif de pouvoir proposer des solutions auprès de nos clients. Et ces solutions, elles sont à la fois sur nos domaines d'activité, mais à la fois avec la construction de partenariats comme avec Nutanix. Et ce genre de partenariat, aujourd'hui, répond à des sollicitations côté client. J'aimerais juste qu'on termine sur un point que vous avez abordé, qui est celui du Green IT. On sait qu'aujourd'hui, la réduction de l'empreinte carbone, c'est particulièrement important pour les entreprises. Comment votre partenariat avec Nutanix, vous avez commencé à répondre, mais si on peut aller un peu loin, oui. Comment votre partenariat va vous permettre justement de répondre aux besoins d'entreprises qui cherchent absolument à réduire l'impact de leurs ressources informatiques sur leur empreinte carbone globale ?
Aujourd'hui, comme on a été labellisé numérique responsable, on a une capacité à mesurer l'impact sur les infrastructures que l'on propose, voire même accompagner les clients dans la réduction d'empreinte carbone qu'ils pourraient avoir sur leurs infrastructures. Et en tout cas, d'avoir une démarche qui soit de bout en bout sur cette réduction. On a monté une très forte expertise également autour de la virtualisation du poste de travail qui permet justement au niveau d'un client de réduire l'impact CO2 au lieu d'avoir plusieurs terminaux, ils réduisent le nombre de terminaux. Et mine de rien, dans ces solutions que l'on propose aujourd'hui, avoir une capacité à proposer ce genre de solution avec du Nutanix notamment nous permet d'avoir cet impact environnemental réduit et nous derrière avec notre approche et notre accompagnement autour de cette labellisation que nous avons nous permet de mesurer, de concrétiser cette approche et de le rendre viable pour le client pour que ce soit accessible d'un point de vue à la fois technique parce que c'est quand même l'objectif mais également d'un point de vue mesure environnementale avec des indicateurs de réduction de CO2 ou de réduction de gaz à effet de serre. Voilà une note très positive. Merci beaucoup Yann. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Eh bien, rebonjour, nous sommes sur le plateau d'Informatic News à Point Next on Paris au Palais des Congrès. Donc c'est la conférence Nutanix sur Paris et je suis en compagnie de Guillaume André qui est directeur général de Nutanix France. Guillaume André, bonjour. Bonjour. Alors, pour vous finalement c'est une sorte de double retour puisque c'est un retour en présentiel. On avait oublié que ça faisait déjà 4 ans qu'on avait organisé, enfin que vous aviez organisé cette conférence sur Paris. Et puis pour vous c'est un retour aussi parce que vous étiez chez Nutanix, vous êtes parti vers d'autres cieux puis vous êtes revenu chez Nutanix. Donc quelle impression ça fait d'être présent ici à Paris en présentiel après toutes ces années? Alors c'est une joie immense déjà de retrouver toute la culture très forte de Nutanix et puis l'énergie de tous les Nutans comme on les appelle et de tous nos partenaires qui sont présents. On a voulu un événement le plus ouvert possible sur notre écosystème parce qu'il est important pour Nutanix de démontrer qu'on a beaucoup plus de choses à offrir que ce pour quoi on nous connaît aujourd'hui. Et c'est un peu finalement l'énergie qu'on va sortir dans cet événement. Alors vous avez parlé de Nutan, on pourrait presque dire que les Nutans sont des mutants, non? Puisque ce matin à la présentation, à la keynote, là, vous avez parlé d'une nouvelle image qui n'était pas seulement une nouvelle image, mais qui servait à montrer qu'il y avait un repositionnement de Nutanix. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots de ce repositionnement? Oui. Alors, des mutants, je vous confirme que mes mutants sont exceptionnels et sont uniques sur le marché. Ensuite, le repositionnement de Nutanix, il est avant tout de s'appuyer sur un héritage solide qui est celui de nos solutions d'hyperconvergence. Ce pourquoi beaucoup de gens nous connaissent aujourd'hui et d'ailleurs réunissent plus de 1500 personnes aujourd'hui ici. Et pour juste présenter le fait que nous avons construit une plateforme de cloud puissante qui nous permet d'apporter une large flexibilité aux entreprises. Être capable de répondre à l'ensemble des cas d'usage en mode hybride.
Alors, quand vous dites une plateforme de cloud, vous n'êtes pas un opérateur de service cloud, mais en fait, vous êtes un fournisseur d'infrastructures qui peut être installé à la fois dans le data center de l'entreprise, on-prem, dans n'importe quel cloud public avec lesquels vous avez des partenariats. Exactement. J'aimerais juste repositionner le cloud. Le cloud n'a jamais été une destination. C'est avant tout une méthodologie, des outils et une méthode de consommation. La puissance de Nutanix, c'est d'être capable d'apporter à nos clients l'assurance d'une réversibilité et une protection des développements. Nous sommes capables d'accompagner nos clients aussi bien sur des développements de nouvelles applications, sur des besoins en data center pour une meilleure maîtrise de l'outillage et des process et une meilleure maîtrise des coûts, mais également de profiter du bénéfice de tous les environnements cloud. Ça, c'est unique sur le marché, c'est notre position et c'est en ça que l'événement est extrêmement important aujourd'hui. Et alors, les partenaires cloud que vous mentionnez sont lesquels finalement? Est-ce que c'est les grands opérateurs de services cloud? Est-ce qu'il y a des Européens dedans? Oui, tout à fait. Je pense que les besoins cloud ont encore une fois évolué. Évidemment, nous travaillons avec AWS et Azure, avec qui nous avons des partenariats très forts, et d'ailleurs ils sont présents avec nous aujourd'hui. Pour des degrés de souveraineté et des besoins de développement en Europe, nous sommes également présents avec OVH Cloud, qui est présent avec nous sur l'événement, et c'est très fort. Et puis nous avons des clients qui imposent par défaut des nouveaux besoins de maîtrise et de managed services. C'est pour cette raison que nous avons développé cette année une nouvelle entité au sein de Nutanix France qui s'occupe uniquement des managed service providers comme ITS Integra, Claranet, Adista, qui sont présents avec nous aujourd'hui et dont le métier est finalement d'être l'opérateur du choix du déplacement des data et des données entre du on-prem et du cloud. Donc là, votre mission, c'est de faire le lien entre ces offreurs de services managés et puis les opérateurs de services cloud. C'est un peu ça. Exactement. C'est la puissance de la solution et de la plateforme cloud. C'est d'offrir ces possibilités. Ce n'est pas obligatoire. On peut très bien décider de conserver du Nutanix que pour de l'on-prem ou de développer des solutions cloud natives avec du Nutanix uniquement dans le cloud. Je pense que la puissance du lien est de profiter du meilleur des deux mondes et du coup d'avoir le lien et l'assurance d'un lien et d'une réversibilité donnée par Nutanix. Mais cette idée du cloud hybride qu'on développe depuis quelques années, à savoir qu'on peut migrer les applications et les données du data center vers un cloud, puis un autre cloud, sur le papier, ça a l'air assez facile, mais en fait, dans la réalité, c'est extrêmement complexe. Et votre idée à vous, c'est de faire de cette complexité, finalement, quelque chose qui soit beaucoup plus simple et en cela praticable. En fait, je pense que la complexité, elle n'est pas affichée de cette manière-là chez Nutanix. Elle a été affichée, la complexité, par différents niveaux de management en fonction du cloud provider qu'on voulait consommer quand les clients faisaient appel à un AWS ou un Azure. La réalité, c'est qu'avec Nutanix, vous avez la même interface, les mêmes outils, les mêmes personnes qui peuvent piloter cette hybridation depuis le cloud on-prem. Ce sont les mêmes interfaces et quelque chose d'assez unique, ce sont les mêmes licences. C'est-à-dire que votre droit de licence Nutanix, votre droit de souscription, vous pouvez l'utiliser pour ouvrir des environnements dans le cloud. On ne vous facturera rien de plus, si ce n'est évidemment la réservation des environnements cloud. D'accord. Et est-ce que vous pouvez donner quelques exemples de clients français qui font ce que vous êtes en train de raconter, si je puis dire? Alors, on a un client français qui a accepté de témoigner avec nous. Alors, il y a beaucoup de clients qui le font, mais qui n'ont pas encore accepté de témoigner. Il y a un client français qui a accepté de témoigner, c'est Profideo, par exemple. Il y a un témoignage assez bluffant sur les gains économiques qu'il a réalisés en opérant ses développements dans le cloud chez OVH en circonstance, avec Nutanix qui a transformé l'intégralité de sa chaîne de data center. Parce que un des objectifs, c'est d'apporter plus de flexibilité à l'entreprise, mais parfois ça se fait au détriment des coûts. C'est-à-dire qu'on est parti sur l'idée que le cloud allait permettre de réduire les coûts, puis en fait on se rend compte que c'est peut-être pas tout à fait ça. Donc il faut trouver le bon compromis entre les deux. Je pense que le diable est dans les détails. Donc ça peut réduire les coûts, ça dépend. Ça dépend du cas d'usage, du type d'application, du temps de réservation. Et la puissance de la plateforme cloud de Nutanix, c'est que justement dans notre outillage qui accompagne cette hybridation, nous avons intégré des mécanismes de FinOps qui permettent d'analyser la source et la destination pour savoir s'il y a un vrai bénéfice à déployer dans le cloud ou à conserver des infrastructures on-prem. Donc finalement, on fait ce travail-là pour nos clients, ou en tout cas on leur donne les métriques nécessaires pour prendre une décision. Alors, le repositionnement d'une entreprise, c'est en général quelque chose d'assez difficile. Vous êtes
parti de la notion d'hyperconvergence et puis maintenant vous êtes sur la notion d'hybrid cloud. Est-ce que vous pensez que vos clients vont arriver à ce nouveau positionnement assez rapidement? Est-ce que ça va se faire assez vite? Alors ça se fait déjà, avec une croissance assez forte au niveau mondial pour Nutanix. Il faut savoir que la base de l'hyperconvergence, c'est finalement de cette manière-là dont sont conçus les data centers des grands cloud providers. Donc finalement, c'est déjà by design, nativement, la solution qu'on doit utiliser quand on veut faire ce type de déploiement. Très bien. Écoutez, je crois qu'on a fait un tour assez complet. Guillaume André, merci beaucoup. Merci beaucoup.